bienvenue dans notre analyse du jour. On va s'attaquer à un sujet qui concerne des millions de personnes et qui, sous ses airs un peu techniques, raconte une histoire assez fascinante, l'évolution des lois sur la copropriété en France. Oui, et nos sources, notamment un article très détaillé de Helio, nous permettent de suivre un parcours vraiment intéressant. Exactement. On voit le copropriétaire français passer de simple habitant d'un immeuble dans les années 60 à un gestionnaire averti, puis un consommateur protégé. Pour devenir aujourd'hui, et parfois sans même le savoir, un acteur de la transition écologique, c'est toute cette transformation que les lois nous racontent. C'est une excellente façon de voir les choses. Notre but, c'est un peu de décortiquer cette métamorphose. On part d'une loi fondatrice qui a dû mettre de l'ordre dans disons, le chaos du boom immobilier d'après-guerre. Pour arriver à aujourd'hui, Voilà, pour arriver au texte très récent qui projette la gestion d'un simple immeuble au cœur des grands enjeux climatiques. On va voir que chaque loi, ce n'est pas juste une couche administrative, c'est une réponse aux problèmes de son époque. parfait. Alors, remontons le temps. Tout commence vraiment en 1965, avec une loi qui pose des fondations de tout ce qu'on connaît. Avant ça, c'était la jungle, hein. On peut dire ça, oui. Le boom de la construction des années 60 a créé des milliers de nouveaux immeubles, mais sans règles claires. D'accord. Donc la loi du 10 juillet 1965 a été un véritable acte fondateur. Elle a apporté des définitions juridiques qui nous semblent évidentes aujourd'hui, mais qui manquaient cruellement. Comme quoi, par exemple? C'est elle qui dit voilà ce qu'un lot de copropriété, avec sa partie privative, votre appartement quoi, et sa quote-part de partie commune, le toit, le haut, les murs. Elle a mis des mots sur une réalité. Et elle a aussi mis en place la fameuse trinité, syndicat des copropriétaires, conseil syndical et le syndic. Mais le vrai point de bascule, ça a été la manière de prendre les décisions, c'est ça? Fini les blocages. Absolument. C'était la révolution de cette loi. Avant, la règle, c'était souvent l'unanimité. L'unanimité. Oui, imaginez le cauchemar. J'ai lu une anecdote sur une vieille copro parisienne où il a fallu 10 ans, 10 ans. 10 ans, oui, pour se mettre d'accord sur le changement de la porte d'entrée, tout ça parce qu'un seul propriétaire bloquait tout. C'était kafkaïen. On imagine la scène, un seul nom et tout un immeuble paralysé. C'est ça. Et la loi de 1965 met fin à ça en introduisant les règles de majorité qu'on utilise toujours. La majorité simple, l'absolue, la double majorité. Ça a vraiment fluidifié les choses. Les copropriétés ont pu recommencer à fonctionner. On a donc un cadre qui marche. Mais des décennies passent et on arrive en 2014 avec la loi Allure. Et là, j'ai l'impression que le législateur s'est dit « Ok, ça tourne, mais est-ce que c'est juste ? Est-ce que le copropriétaire est bien protégé ?» C'est tout à fait ça. Le syndic devient le centre de l'attention. On change de logique. On passe d'une logique d'organisation à une logique de protection du consommateur. Le constat, c'était que la relation syndic-copropriétaire était devenue très déséquilibrée. Alors Allure a sorti l'artillerie lourde. C'est-à-dire, D'abord, la carte professionnelle de syndic. Sa validité passe de 10 à 3 ans. Ça force une mise à niveau régulière de la profession. d'accord, mais qu'est-ce qui empêche un syndic, une fois en place, de se reposer sur ses lauriers? On sait que changer de syndic, c'est souvent un casse-tête. Excellente question. Et c'est justement pour ça que la loi a introduit l'obligation de mise en concurrence tous les 3 ans. Le conseil syndical doit présenter des devis concurrents. Ah oui, Mais la vraie arme, c'est le contrat de syndic type, ce n'est pas un détail. C'est la reconnaissance que le jargon des syndics était une jungle opaque. Le but, c'était de redonner le pouvoir aux copropriétaires en leur donnant un outil simple, la comparabilité. c'est un vrai changement de philosophie. On passe de « faites confiance » à « vérifier et comparer ». Et il y a même une amende salée, non? Oui, un signal très fort. Jusqu'à 15 000 € si le syndic ne respecte pas ce contrat type. Et la loi a aussi clarifié la rémunération, un forfait pour la gestion courante et une liste précise de prestations particulières facturables en plus. Fini les lignes obscures sur les factures. Mais Allure ne s'est pas arrêtée au syndic. Elle a voulu apporter plus de visibilité sur l'état général des copropriétés. Tout à fait. C'est là qu'interviennent des outils qui ont dû faire grincer des dents au début. Le registre national d'immatriculation. On passe du carnet de notes de l'immeuble à un dossier médical complet et public en quelque sorte. C'est exactement ça. Le registre, c'est pour que l'État sache enfin de quoi il parle. Combien de copropriétés? Dans quel état? Avant, c'était le brouillard. Et la fiche synthétique, c'est pour l'acheteur, un résumé de la santé financière et technique de l'immeuble, obligatoire lors d'une vente. Donc, plus de transparence sur les syndics, plus d'infos pour les acheteurs.
Et la loi va encore plus loin. Elle s'attaque à l'anticipation. C'est là qu'intervient le fameux diagnostic technique global, le DTG. Le DTG, oui, c'est l'outil qui fait entrer la copropriété dans l'ère de la planification. Obligatoire dans certains cas, il est très, très complet. Alors si on veut une image, c'est le carnet de santé de l'immeuble, hein. On fait une radio des murs, une prise de sang des finances, et on dit aux patients quand aura lieu la prochaine grosse opération. C'est la meilleure analogie possible. Et ce carnet de santé inclut une analyse du bâti, un diagnostic de performance énergétique, le DPE, et surtout un plan de travaux chiffré sur 10 ans. C'est la première fois qu'on oblige les copropriétés à lever le nez du guidon. Bon, 4 ans plus tard, en 2018, la loi Elan débarque. Le mot-clé là, c'est numérique. On sent l'envie de moderniser des pratiques qui dataient. Un peu. Oui, comme l'Assemblée générale annuelle. Le grand rituel, mais aussi le grand problème de la copro, l'absentéisme. Et donc, Elan propose quoi? Elle autorise la participation et le vote à distance, par visioconférence ou autre. Une petite révolution pour permettre à plus de monde de participer. Sur le papier, c'est formidable. Mais dans la réalité, est-ce que ce n'est pas un peu une usine à gaz? Est-ce que ça n'exclut pas les personnes moins à l'aise avec la technologie? C'est un vrai débat. La mise en place a été inégale, c'est certain. Mais la loi a posé le principe. Et elle a aussi renforcé les outils numériques de contrôle. C'est là qu'on parle de l'extranet. Voilà, l'extranet obligatoire. Un espace en ligne sécurisé où tous les documents importants sont dispo 24/7/7. Le règlement, les PV d'AG, le carnet d'entretien. Encore une fois, l'intention est bonne. Mais j'entends souvent des gens se plaindre que c'est mal mis à jour. C'est le défi de la mise en œuvre, oui. Mais la loi a aussi donné plus de pouvoir au conseil syndical pour exiger des comptes. Maintenant, le syndic a 1 mois pour fournir un document, sinon pénalité. C'est très concret. Et Elan a aussi mis un tour de vis sur l'argent. Ah oui, elle a renforcé le fonds de travaux initié par Allure, cette sorte d'épargne forcée pour les gros travaux. C'est ça. Elan le rend quasi systématique et fixe un plancher. La cotisation annuelle ne peut être inférieure à 5% du budget prévisionnel. L'objectif est simple, en finir avec les copros qui découvrent qu'il faut changer le toit à 100 000 € et qui n'ont pas un centime de côté. Et on arrive à la dernière étape, la plus récente et sans doute la plus disruptive. La loi Climat et Résilience de 2021. Là, on change complètement d'échelle. La copropriété devient un champ de bataille contre le réchauffement climatique. C'est le changement le plus structurant de ces dernières décennies, clairement. Ce qui est fascinant, c'est que la loi utilise le marché locatif comme un levier d'une puissance inouïe. Le message, c'est rénover ou vous ne louerez plus. C'est ça. Vous avez une passoire thermique, rénovez-la, ou vous ne pourrez plus la louer. Le calendrier est extrêmement ambitieux. Et très concret. Interdiction de location pour les logements classés G en 2025. C'est demain. Puis F en 2028, E en 2034. Mais est-ce qu'on ne risque pas de mettre en difficulté des petits propriétaires, des retraités par exemple, qui n'ont pas forcément 20 ou 30 000 € pour rénover? C'est toute la tension de cette loi. Elle est indispensable pour le climat, mais son application est un vrai défi social. Le législateur en est conscient et c'est pour ça que les aides publiques comme MaPrimeRénov' sont cruciales, même si elles sont parfois complexes à obtenir. Et pour piloter tout ça, la loi a créé 2 nouveaux outils qui fonctionnent ensemble. Exactement. C'est un 1-2 très logique. D'abord, le DPE collectif. Il devient obligatoire pour quasiment tous les immeubles. C'est le diagnostic, la photo thermique du bâtiment. Avec un calendrier serré, là aussi, 2024 pour les plus grandes copros, 2025 et 2026 pour les autres. Une fois qu'on a ce diagnostic, on fait quoi? On passe à l'étape 2, la prescription. C'est le plan pluriannuel de travaux, le PPT. Obligatoire pour les immeubles de plus de 15 ans. Sur la base du DPE, le PPT est une feuille de route sur 10 ans qui liste les travaux, les chiffres et propose un calendrier. Ce n'est plus une suggestion. C'est un plan d'action. C'est un plan d'action. La loi oblige la copropriété à regarder son avenir énergétique en face. Et pour montrer que cette loi touche à tout, elle s'occupe même de nos voitures. Oui, ce détail en dit long. La loi confie à Enedis le soin de faciliter le déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques dans les parkings. La copropriété devient un maillon de la mobilité électrique. On est loin de la gestion du paillasson de 1965. Alors si on prend un peu de recul, que nous dit cette trajectoire? On part d'une loi de 1965 qui visait à ce que les gens ne s'étripent pas pour la couleur du hall. Pour arriver à une loi en 2021 qui leur demande de participer à la sauvegarde du climat. C'est vertigineux.
Complètement. Ce fil rouge, c'est l'élargissement constant du champ de responsabilité de la copropriété. Elle n'est plus une entité privée, isolée, elle est connectée aux grands défis collectifs. La crise du logement avec Allure, la révolution numérique avec Elan et la crise climatique aujourd'hui. La copropriété est devenue un acteur politique, en fait. De premier plan. On ne pourra pas atteindre nos objectifs climatiques sans embarquer les millions de logements en copropriété. Cette trajectoire législative, toujours plus tournée vers l'anticipation, la planification, ça soulève une question pour l'avenir. On voit bien la technologie qui progresse à une vitesse folle, les bâtiments intelligents, les capteurs partout, l'intelligence artificielle qui pourrait gérer le chauffage d'un immeuble en temps réel. Quelle sera la prochaine grande loi sur la copropriété ? Est-ce qu'elle portera sur la gestion et la propriété des données du bâtiment, sur la cybersécurité des infrastructures connectées, ou peut-être sur un enjeu qu'on n'a même pas encore imaginé? La question reste ouverte.